Le Greenport, un des 5 objectifs du Smartport. On rappelle les 4 autres rapidement. Le port à énergie positive, celui qui a été abordé dans notre table ronde de ce matin, le port fluide, innovant et le port citoyen. Alors qu'en est-il du port vert sur le territoire portuaire de Marseille-Fos? C'est un concept qui se décline par une volonté ferme de faire bouger les choses, d'être plus agile, plus innovant, en intégrant pleinement le critère environnemental. Nous allons aborder tous ces sujets avec celui de la richesse de l'écosystème d'innovation, la charte des croisiéristes, la fluidité du passage portuaire ou encore le témoignage du port de Koper en Slovénie dans cette table ronde où j'accueille Jean-François Suas à nouveau. Bonjour à tous. Voilà, on ne vous présente plus, mais vous êtes aussi sur pas. cette table au titre de président du Club de la Croisière. Monsieur Rémi Julien, président du directoire de MGI, donc Marseille Gyptis International. Bonjour. Et à distance avec nous, Monsieur Pierre Cariou, à distance plus précisément à Bordeaux. Monsieur Pierre Cariou, professeur d'économie maritime et portuaire à Cage Business School. Pierre Cariou, êtes-vous là? Si vous êtes là... Oui, je suis avec vous, pardon. Ah, enchanté. Il fait beau à Bordeaux? Il fait toujours beau à Bordeaux, comme à Marseille. Ah, voilà. Bon, écoutez, on est ravis de le savoir. Nous qui sommes enfermés dans les distances conventionnelles, on ne voit pas le soleil. Donc, on est content pour vous. Monsieur Žiga Fischer, en direct avec nous du port de Koper en Slovénie en tant que directeur du département développement stratégique du port de Koper, et qui va nous parler en anglais. Est-ce que Žiga est avec nous? Magnifique. Bon. Monsieur Cariou, c'est à vous l'honneur d'ouvrir cette table ronde. Vous êtes donc professeur d'économie maritime et portuaire à Cage Business School. En 2018, vous êtes notamment dans le top 50 des chercheurs mondiaux en économie maritime et portuaire. La richesse du Smartport est dans la richesse de son écosystème d'innovation environnemental portuaire. Alors, dans quelles conditions, Monsieur Cariou, un tel écosystème entre-t-il en synergie avec son hinterland proche et lointain et comment garantir sa réussite? C'est le thème sur lequel vous avez planché. Alors, c'est effectivement un des thèmes sur lesquels j'ai planché. Et puis, pour reprendre un peu la chronologie, je vous remercie déjà de m'avoir invité à exposer un peu ma vision des solutions pour un Greenport innovant. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette invitation et que j'ai vu le titre, pour rien vous cacher, je me suis posé pas mal de questions. Et ma première réaction, ça a été une réaction technique. C'est-à-dire de regarder, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder dans toutes les études qui existent et sur les branchements à quai, sur l'hydrogène, sur l'ammoniac, sur les nouvelles solutions digitales, de voir un peu un listing de ce qui existe et puis des avantages et inconvénients. Et puis assez rapidement, je me suis aperçu que, vu le temps qui m'était imparti, que ça allait être compliqué de couvrir tous ces éléments-là et qui ont été très bien faits ce matin pour Marseille avec des solutions, mais que peut-être qu'une des solutions, c'était effectivement la mise en place de Smartport, d'écosystèmes d'innovation portuaire, puisque de mon point de vue, la question qui se pose effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles et qu'une façon de choisir, c'est de mettre en place un système qui permet de sélectionner. Donc c'est là-dessus que je vais me permettre de partager avec vous certaines de mes réflexions qui sont effectivement pourquoi on a besoin de ces systèmes, pourquoi on a besoin du Smartport et pourquoi on est aujourd'hui ensemble, je dirais. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Il y a des difficultés, hein, et on l'a vu un peu ce matin, j'ai suivi avec grand intérêt la majorité des débats, et puis ce qu'on doit trouver dans cet écosystème. Voilà. Donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer en quelques minutes. Alors déjà, pourquoi? Pourquoi le besoin de ces écosystèmes d'innovation portuaire? C'est parce que, de mon point de vue, on attend beaucoup de choses des ports, et de plus en plus. C'est vrai qu'on en a parlé ce matin. Quand on voit les challenges et les défis qui se posent aux ports, ça apporte à la fois sur la transition énergétique, sur l'impact environnemental de leur activité, des problématiques d'économie circulaire, des problématiques d'urbanisation. Pour Marseille-Fos, c'est notamment ce qui se passe sur Marseille, le port étant au cœur de la ville.
des enjeux de digitalisation et d'industrie 4.0, dont on a un peu moins parlé aujourd'hui, mais effectivement, les industries 4.0, d'imprimantes 3D, d'automatisation, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin? Parce qu'on comprend bien que pour beaucoup de ports, il y a de plus en plus de questions qui se posent. Dans le même temps, la science va très très vite aujourd'hui. La science, à la fois en termes de technologie, mais aussi en termes de sciences humaines, juridiques. Donc tout va très très vite. Et donc si je reprends un peu dans le fil de ma pensée, ma première question qui était la raison d'être, la raison d'être, c'est que même dans des ports avec lesquels moi j'ai travaillé, qui étaient à la fois Rotterdam, Singapour, MPA, etc., où il y a généralement beaucoup plus de monde qui sont sur les sciences un peu grises, voilà, stratégiques, ils n'arrivent plus à suivre. Voilà. Et c'est effectivement comme ça, de mon point de vue, qu'on retrouve toutes ces initiatives, et j'en ai listé quelques-unes d'écosystèmes. Ce matin, il y avait un consultant dont je ne me souviens plus malheureusement le nom, qui présentait effectivement ce qui se passait à l'étranger, et on voit qu'il y a partout, on voit cette vague. Alors une fois qu'on a dit que pourquoi c'est utile, il y a quand même des difficultés. C'est une solution, mais la mise en œuvre est compliquée. Donc c'est le slide effectivement suivant. Je vois qu'on en a déjà passé avant que je le demande, c'est parfait. Il y a effectivement des difficultés. Les difficultés que je perçois, alors quand je dis que je perçois, c'est en regardant ce qui se passe dans beaucoup d'écosystèmes. J'ai travaillé notamment avec un collègue à moi qui s'appelle Peter de Langen, dans un groupe, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Port Economics, et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, et les deux principales, il y en a beaucoup plus, mais c'est la difficulté d'attirer des fonds de façon pérenne, d'accord, et notamment public. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de mon point de vue pour les écosystèmes? Parce que ça leur pose la problématique de savoir où est-ce qu'ils veulent se positionner. On voit bien que si on se positionne au niveau local, on répond à des problématiques de Marseille, d'accord. Ça va être plus facile de faire accepter les projets, de faire comprendre les projets, même s'il y a encore des efforts à faire sur des port centers, etc. Par contre, on risque, si on se focalise trop sur le local, de manquer, entre guillemets, d'envergure. C'est-à-dire qu'il faut à la fois allier cette problématique locale, mais en même temps penser à des solutions, et c'est tout le choix, je pense, de l'hackathon, de Smartport, de sélectionner des projets qui ont quand même en même temps une envergure internationale pour qu'on puisse la dupliquer, la massifier au niveau international. Et donc atteindre, en fait, des niveaux de déploiement suffisants pour que les acteurs locaux puissent ensuite exporter à l'international. La deuxième difficulté que je perçois, hein, c'est effectivement, de nouveau, c'est une question d'arbitrage entre citoyens, armateurs et chargeurs. Et là, de mon point de vue, c'est quand même une grosse problématique à terme qui se pose partout dans le monde, hein, c'est-à-dire qui est-ce que je vais favoriser, quoi? Est-ce que je me focalise? Bien évidemment, la réponse est toujours entre les deux. On essaie de favoriser un peu tout le monde. Mais est-ce que je me favorise, je me cantonne à des solutions déployées pour les citoyens, pour les chargeurs, pour les armateurs? Donc, il y a tout un groupe d'usagers, c'est toujours la problématique du port, hein, et on ne sait pas trop pour qui on travaille au final, quoi. Est-ce qu'on favorise telle solution plutôt que telle autre? Et notamment, la grande difficulté qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les ports, on voit en fait, il y a des grands acteurs internationaux qui ont leur propre logique de déploiement. Voilà. On pense, alors pour nous, c'est CMA, CGM et Total peut-être sur Marseille, mais c'est partout la même chose, c'est-à-dire que les ports commencent à travailler avec ces grands groupes, mais ces grands groupes, encore une fois, ont leur propre logique, et ce qui est bon pour un grand groupe international n'est peut-être pas bon pour le citoyen, pour la région, etc. Surtout qu'on utilise des fonds publics. Alors, il y a toutes ces difficultés, d'où la solution qui est utilisée, de mon point de vue, hein, et je vais terminer en quelques secondes, parce que je pense que peut-être mon temps est imparti, hein, vous me le direz. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces problématiques qui se posent là, qui sont difficiles à mettre en œuvre, et ce qu'on voit, donc, généralement, c'est que dans les écosystèmes, on n'est pas, en fait, dans de la recherche et développement pur. Elle est faite généralement ailleurs. L'intelligence des écosystèmes d'innovation portuaire, hein, c'est de mettre en place un outil qui va nous permettre de sélectionner, de développer et de déployer de façon la plus rapide possible et la plus contextualisée possible des solutions qui existent ailleurs, c'est-à-dire le blockchain. L'objectif du Smart Port n'est pas de développer le blockchain, mais de proposer des applicatifs et qui soient suffisamment agiles, de mon point de vue, et ouverts, c'est tout ça que je veux insister,
pour qu'à terme, on puisse évoluer vers d'autres systèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait ma thèse il y a plusieurs années maintenant, il y a plus de 20 ans, hein, et que pour revenir là-dessus, c'était sur les alliances stratégiques, et je me souviens que j'étais à Rotterdam à ce moment-là, et j'avais été vraiment très alerté par les terminaux dédiés. En fait, on donne des exclusivités à certains opérateurs, et il ne faut pas que les ports deviennent l'exclusivité, et de façon similaire pour les infrastructures, il faut que par rapport à ces systèmes d'innovation, ils restent ouverts au maximum parce que, encore une fois, chacun a sa logique et il faut qu'on puisse, de façon agile, passer d'un système à l'autre. Alors, pour finir, ça s'applique peut-être moins à Marseille-Fos, mais ça peut être éventuellement intéressant, hein. Donc, moi, dans le cadre de cette intervention, toujours avec Peter de Langen, là, on a passé sur une checklist. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce système? C'est bien de dire que ce système est important, ce système est difficile à mettre en œuvre, mais d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on doit trouver? Quels sont, un intervenant précédent parlait de briques, les briques qu'il doit y avoir dans cet écosystème d'innovation. Et donc, je me suis amusé, entre guillemets, ça m'amuse, moi, de lister. Voilà, il faut de la culture d'innovation. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il y a des événements? Aujourd'hui, le SmartPort est une belle illustration. Des hackathons qui, justement, mettre en avant cette idée que, voilà, le port, et c'était mentionné ce matin, moi, en tant qu'enseignant, ça fait 20 ans que j'enseigne un peu partout, et notamment en France. C'est vrai que pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que j'attire beaucoup de jeunes parce que, voilà, un port, c'est un endroit d'innovation, quoi. Pendant 10 ans, mon cours, c'était le port, un endroit où on transforme des grands lots en petits lots et inversement. On fait de la massification et il y a du technique. Voilà. Et donc, il faut créer cette culture et cette culture d'innovation est très importante. Il faut l'implication publique. Alors, les autorités portuaires partout sont à l'origine souvent du déploiement, hein, sachant qu'il y a plusieurs stratégies. Rotterdam va plutôt s'appuyer sur Erasmus, université. Si je prends Valence, bon, eux, ils ont plutôt centralisé les choses. Peut-être parce que dans leur écosystème, il n'y avait pas d'équivalent Erasmus. Voilà. Il faut du capital humain, des formations. Alors, il faut les développer. Je sais que dans le cadre du SmartPort, il y a des formations portuaires qui ont été développées. Alors, nous-mêmes, à Kedge, ça fait 60 ans qu'on a des formations. On a plus de 100 étudiants par an, des alternants, etc. etc. Donc, on fait aussi partie, je l'espère, de cet écosystème de création de capital humain qui est important. Il faut un endroit d'identification de besoins, et c'est le cas, c'est-à-dire des entreprises qui parlent au port pour identifier les priorités, les actions, des coopérations de recherche, vous avez la listing là, qui soit de nouveau ouvert et surtout tourné à l'international. Moi, c'est ce qui manque souvent dans ce que je vois dans les écosystèmes, c'est un port qui se referme vers ses problématiques, ses solutions, alors que les solutions, pas toutes, il s'agit de les adapter, mais on s'aperçoit rapidement quand on va un peu dans le monde que beaucoup des problématiques sont communes. Donc, entre guillemets, l'effort d'innovation doit pouvoir se déployer et doit pouvoir gagner aussi de cette ouverture. Des services d'incubation, là il y a The Box, et c'est vrai que là c'est une grosse force pour Marseille, parce qu'il est aussi, SmartPort est aussi identifié à The Box quand je parle à mes collègues étrangers, hein, et des supports de projets innovants, c'est-à-dire des endroits, j'ai vu ce matin, c'était très intéressant, je le savais déjà, mais qu'il y avait des zones au sein du port où on pouvait expérimenter les choses, et ça aussi c'est une grande richesse, de proposer, d'aller au-delà de le simple travail intellectuel, de déployer des solutions. Donc voilà assez rapidement ce que je pouvais vous dire de réflexion que me faisait venir, sachant qu'encore une fois, j'étais parti d'une vision assez technique des choses. C'est quoi un port vert? C'est de l'hydrogène, c'est de l'ammoniac, c'est des solutions digitales. Et puis comme j'étais invité aujourd'hui, que j'ai été amené à revisiter un peu cette question-là, je me suis dit, non, c'est pas que ça, quoi. C'est aussi le SmartPort, quoi. Comme solution pour un Greenport innovant, c'est d'avoir cette zone ouverte d'échange et où on va pouvoir sélectionner les choses, parce que c'est sélectionner les solutions et expérimenter. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur cette idée de solution green. Merci pour votre partage et pour cette brillante analyse. Donc maintenant, fort de cette to-do list, cette checklist des actions à mettre en œuvre pour atteindre le meilleur niveau des SmartPort. Vous avez fait écho et référence à l'intervention de Christophe Rochegude du cabinet Wavestone qui nous a présenté dans la stratégie le benchmark international. Alors, l'ambition de Jean-Luc Chauvin étant qu'on soit les meilleurs l'année prochaine, on va se tourner vers le Greenport innovant pour être les meilleurs. Selon vous, Jean-François Suas, en qualité de président du club de la croisière, quels sont les engagements des croisiéristes dans le cadre d'une démarche pour un port plus vert
vous qui tenez aux impacts environnementaux des activités maritimes, comment on peut intégrer ces impacts dans les stratégies des acteurs de la place portuaire et plus que des contraintes, quelles sont les opportunités que cela ouvre dans le développement de ces activités portuaires et maritimes? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, Alors, mais vous avez beaucoup de réponses. Je ne tiens pas nécessairement aux impacts, je tiens à les réduire, Voilà. voilà, parce qu'ils sont malheureusement là. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, on est sur l'immatériel et ça a été parfaitement résumé par M. Cariou. Et je suis assez content de voir que, alors c'est sans doute pas le hasard, mais on a coché déjà pas mal de cases de ce qu'il propose dans son petit résumé et je l'en remercie. Et c'est un des grands promoteurs d'ailleurs du maritime. Et donc pour ce qui est des croisiéristes, évidemment, moi je rappelle souvent qu'il y a 300 paquebots dans le monde sur 60 000 bateaux. Donc c'est, vous voyez, si peu. Pour autant, il y a un moment où quand on transporte dont on a vocation à faire rêver les gens, à les transporter, c'est peut-être il vaut mieux s'intéresser un peu plus à l'impact environnemental ou sociétal que sur d'autres types de bateaux, évidemment, avec des minerais ou on va dire des masses plus inertes. Donc l'idée qu'on a eue il y a quelques années, parce que ce projet de charte bleue, il est venu vraiment à la fin dans long combat, puisque la problématique, ça fait 10 ans qu'on l'a, parce qu'en fait, on s'est tous un peu réveillés. Moi-même, je n'avais peut-être pas pris absolument conscience. Pourtant, je vous assure que ces sujets-là, je les ai intégrés depuis mon école d'ingénieur, de marine marchande, etc. Mais vraiment de l'impact des bateaux. Donc, dans les ports, puisque finalement, au large, un bateau, il referme son sillage et on l'oublie un peu. Par contre, quand il est à quai, face à des populations, on n'avait pas bien mesuré, sans doute, comme le transport autoroutier, routier, enfin, etc., les impacts en termes de santé. Donc, à Marseille, ce qu'on a voulu faire, on a la chance d'avoir deux grands opérateurs que sont MSC et Costa. Et évidemment, il y a Ponant et d'autres, mais c'est vrai que ce sont les propriétaires d'un terminal, donc on peut travailler avec eux. Et donc, en fait, moi, en 2019, il y a eu une canicule à Marseille, vous vous souvenez, donc on a commencé à parler des zones de low émission, c'est-à-dire de faible émission en centre-ville. C'est-à-dire qu'en gros, on expliquait à des gens qui ont une voiture de plus de 7 ans, un diesel, qui ne pourraient pas venir au Vieux-Port, et par contre, tous les bateaux allaient continuer à jouer autour. Donc moi, ce que j'ai dit aux opérateurs de croisière, alors on avait prévu ce grand sommet, mais je dis, voilà, il faut qu'on traite le sujet. Si vous voulez qu'on continue à avancer, à Marseille en particulier, moi je serai votre homme, parce que s'il y a cette contrepartie environnementale pour continuer à avoir une progression de la croisière qui soit raisonnable et durable. Donc on s'est mis autour de table, et c'est vrai qu'en mois ou deux, on a fait ce qu'on n'avait pas réussi à faire les 3-4 années précédentes, c'est-à-dire avoir un véritable objectif avec une charte, parce qu'on dit toujours les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais là, on est parti sur un document et surtout sur un financement. Parce que finalement, connecter les bateaux à quai, c'est ce qu'on disait un peu ce matin aussi, on sait faire. Mais ça coûte très cher, c'est compliqué, etc. Mais on savait faire. Et beaucoup de gens disaient, mais non, c'est impossible, les bateaux sont trop gros, vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'une petite ville, machin. Tout ça, ce n'est pas vrai. On sait très bien le faire. Et entre autres, ce sont des sociétés françaises qui le font aux États-Unis, quand ça a été fait, par exemple, sur la côte ouest américaine. Donc, on s'est mis autour d'une table, on a beaucoup discuté, on a dit, voilà, on va prendre 4 sujets. Le premier était dans l'urgence absolue, c'est de réduire la vitesse des bateaux. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on consomme peu, c'est-à-dire qu'on arrive avec une toute petite vitesse, on va polluer moins. On l'a vu ce matin avec le défi du pilotage. Le deuxième, c'était, on avait ce nouveau carburant, qui n'est pas un nouveau carburant, enfin, qui est une énergie fossile, donc on ne peut pas dire qu'elle soit nouvelle, mais l'utilisation du GNL, donc de créer une véritable filière. Parce que c'est vrai, d'avoir des bateaux GNL, c'est bien, mais moi j'aime bien le business, j'aime bien qu'il y ait des gens qui travaillent sur ce territoire et qui soient heureux. Donc de créer une filière donc GNL, avec là pour le coup, c'est surtout CMA-CGM, mais qui va avitailler les premiers bateaux. Mais on a cet été déjà avitaillé des bateaux de Costa et d'Aïda au GNL. Troisième point qui était assez important et qui était l'utilisation des meilleurs carburants, parce qu'au moins jusqu'au moment où on l'a signé, on pouvait considérer que ces compagnies-là pouvaient les payer. Et enfin, le point le plus important, je ne vous cache pas, parce que quand on veut vraiment réduire les émissions, c'est de connecter les bateaux à quai. Et là, on a un vrai challenge, un challenge technique, comme je vous dis, un challenge financier. Et sans rentrer dans le détail des discussions, il est assez facile, je crois, aujourd'hui, d'expliquer à des gens qui vont peut-être à des passagers à Marseille que avec 1 ou 2 euros de plus, peut-être sur le prix de leur croisière, ils n'auraient aucun impact sur les populations, puisque leurs bateaux seraient connectés. Donc, ils auraient une neutralité totale, au moins industrielle. Après, à eux de choisir le bon taxi électrique et autres, mais déjà, on s'était occupé de cette partie-là. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que quand on parle d'un port vert,
il y a 3 sujets quasiment. Il y a l'air, évidemment, après il y a l'eau et la biodiversité. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce nexus, on peut pas échapper à ces conditions. Donc on a traité vraiment ce problème de l'air, et puis il faut l'étendre, évidemment. La situation est dramatique pour les croisières aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de bateau depuis 8 mois, mais les bateaux repartiront de croisière. Mais il y a d'autres bateaux dans le port. Donc vous voyez, on considérera la croisière comme un peu la Formule 1, le laboratoire, je ne sais pas comment on l'appelait, l'innovation. Donc ils ont pris, que ce soit sur le GNL, les premiers bateaux GNL ont été, alors il y a eu quelques petits conteneurs, mais aujourd'hui il y en a des grands avec CMA, mais il y a eu des grands paquebots, et c'est quand même avec 3000 personnes à bord d'un bateau GNL, quand on prend ce risque-là en termes d'innovation. Donc on est vraiment dans notre sujet de Smartport, où on a des gens innovants, mais il faut avoir des gens innovants aussi sur le quai, puisqu'il faut connecter les bateaux. Pour l'eau, moi j'avais vraiment aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'est la réparation navale, donc avec M. Ardelais à Marseille, donc le président qui a cette préoccupation du chantier naval de Marseille, autrefois, il ne faut pas rêver. Par exemple, quand on nettoyait un bateau dans la cale, on filtrait un peu et on envoyait tout ça dans le port en se disant, bon, c'est dans le port, évidemment, la Méditerranée est peut-être un peu loin. Ce n'est pas ça le raisonnement, on l'a vu ce matin, c'est que chaque litre d'eau, non seulement on doit le filtrer, on doit vraiment le nettoyer, et on peut le réutiliser. Aujourd'hui, celui qui ne compte que sur le canal de Provence pour le siècle prochain, pour alimenter l'eau à Marseille, il se trompe peut-être. Donc on a des sources. Donc voilà, il faut être capable de valoriser. Et valoriser, par exemple, aujourd'hui, donc à partir de 2021, donc on le voit dans ce petit slide, mais il y a une véritable centrale, si vous voulez, qui sera mise en place dans les formes. Et donc c'est tous ces sujets où on est en port vert. Donc évidemment, on est dans le Smart Port, on va parler souvent d'innovation, de digital, mais un port performant, un port du 21e siècle, c'est un port totalement neutre. Moi, je crois sincèrement, celui dont M. Cariou a très bien défini, celui que les Marseillais vont aimer. Et quand on se baigne en Méditerranée à quelques centaines de mètres du grand port, puisque nos vies sont imbriquées, mais ce n'est pas le hasard. Marseille s'est construit parce qu'il y avait un port. Il n'y aurait pas 2 millions d'habitants s'il n'y avait pas le port, quand on regarde bien la configuration des villes dans le monde. Pour autant, aujourd'hui, tout le monde se dit, mais pourquoi il est là ? Mais il est là, et c'est parce qu'il est là que les populations ont grandi autour. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il faut s'en préoccuper, il faut trouver à chaque fois que les solutions existent sur l'eau. Et donc on tombe sur le dernier point, qui est la biodiversité. Pourquoi ne pas avoir dans les ports la biodiversité naturelle, et les ports le méritent, si vous voulez. Donc quand on filtre l'eau, évidemment, il y a beaucoup de poissons dans les ports. Il y a eu des photos qui ont été faites il y a 2 ans ou 3 ans par le grand port maritime à Fos, entre autres à Marseille, où on voit que sous l'eau, la nature est là, et elle est omniprésente, et en plus elle n'est pas chassée. Donc vous voyez, donc c'est la réalité, c'est que c'est pas un endroit. Donc tout ça, notre devoir, c'est de le dire, de le faire, évidemment, de raconter des belles histoires autour. Et je crois que le Smart Port, vraiment, c'est un bel élément pour qu'on puisse communiquer. M. Martel l'a dit tout à l'heure encore, on aura ce projet de Port Center, parce qu'il faut qu'on aille vers les enfants, il faut que tout le monde, parce qu'il y a des milliers d'emplois qui pourront être créés, entre autres, quand on crée une station d'épuration et autres, voilà, il y a des entreprises qui vont bosser, etc. C'est notre devoir aujourd'hui, il est absolu, et il faut le mener à bien. Et par rapport aux actions menées justement dans le cadre du Smart Port Challenge, on a vu ce matin l'éco-pilotage, et on a vu aussi le retraitement des eaux usées pour les navires de croisière. Absolument. Alors, je ne comprendrais pas aujourd'hui, par exemple, qu'entre les plans de relance, alors c'est vrai que tout le monde me dit, mais c'est des dossiers qui sont complexes à instruire, on manque tous d'équipes, machin, les millions d'euros sont là, mais des fois on ne sait même pas aller les capter. Mais là, on a des sujets qui cochent toutes les cases, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, que le Green Deal, on va en parler, ou le plan de relance, c'est 1/3 pour la numérisation, on est en plein dedans, 1/3 pour l'écologie, et 1/3 pour le territoire, sous forme d'emploi. Mais nous, on les coche, toutes ces cases. Et nous, avec un projet d'économie circulaire comme celui des eaux usées, par exemple, et évidemment que c'est de l'échelle locale, c'est du CO2 en moins. Donc vraiment, je ne comprendrais pas aujourd'hui que politiquement, on n'arrive pas à avoir... Parce qu'évidemment, il y a des investissements, il y a des gens alignés, mais le chef d'orchestre, on sait bien qui c'est, ce sera le grand port. Il est dans son rôle d'aménageur et d'entrepreneur, si nécessaire, sur des sujets qui sont maintenant une priorité de tout le monde, des citoyens à juste titre, les citoyens de l'Estac ou de la Joliette ou autres, se posent les bonnes questions. Ils veulent un port qui soit le plus performant avec les technologies qui existent. Et donc, voilà, il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Et sincèrement, je n'ai aucune raison de douter aujourd'hui de l'engagement des uns et des autres. Donc, il faut un peu de temps, mais voilà, et nous devons aller dans cette voie-là. J'en suis intimement convaincu depuis des années. Et aujourd'hui, on va dire que les astres sont bien alignés et ils me donnent plutôt raison. C'est merveilleux si les astres sont alignés avec nous aujourd'hui. On en est tous ravis. Rémi Julien, Pierre Cariou nous a exposé la checklist des actions à mettre en œuvre vers plus de
Alors, une meilleure efficacité au niveau du Smartport, parmi elles, il y a les actions tendues vers plus de fluidité. La fluidité, en tant que président du directoire de Marseille Egyptis International, un port vert, un port fluide, ce sont deux objectifs stratégiques du Smartport. Alors, des objectifs complémentaires, essentiels. Un port fluide, c'est un territoire fluide. Alors, comment vous impliquez-vous, au-delà du domaine portuaire, pour faciliter la coordination des chaînes logistiques ? Oui, merci. On va parler encore une fois de digital. En tout cas, un port qui n'est pas fluide, ce n'est pas un port vert. Donc ça reste toujours un objectif d'avoir de la fluidité. Il ne faut pas que les bateaux attendent qu'il y ait des quais de disponibles. Il faut que les conteneurs soient déchargés vite, qu'ils soient placés au bon endroit, que les frigorifiques ne restent pas des semaines à consommer l'électricité, qu'il n'y ait pas la queue au terminal, que les procédures douanières ne sont pas trop longues pour que quelque part une marchandise, elle traverse le port, c'est bien le terme, et elle n'attend pas. Et d'énormes progrès ont été faits grâce au digital. Si on peut avancer sur les slides. Il y a d'abord, slide suivante, s'il vous plaît. La mise en commun de toutes les données. Donc ça, on le fait depuis toujours, presque. MGI a été créé en 85. Avec les 10, 15, 20 différents contributeurs de données. Donc il faut créer des data hubs. Donc nous, en tant que MGI, on est l'orchestrateur data des ports. Et pas seulement Marseille, il y a également Bordeaux, petit clin d'œil à Pierre, depuis 3 semaines. Voilà. Mais également, c'est l'optimisation des process, l'organisation, la discussion, les communautés qui décident de la manière dont elles vont travailler ensemble. Donc là, on n'est pas dans l'innovation technique, on est dans l'innovation organisationnelle, qui est peut-être celle qui vient en haut de la pyramide. Et c'est là où une initiative comme le Smartport prend son sens. C'est pas... On ne va pas vendre de la blockchain ou de je ne sais pas quel logiciel de cryptage. Il faut avant tout convenir de comment on travaille ensemble pour, vous voyez sur la slide un schéma extrêmement simplifié du passage portuaire. En réalité, c'est beaucoup plus riche que ça, avec la gestion de tous les cas d'exception. Et cette complexité doit être gérée de manière fluide. Donc il faut des processus rapides. Ce qu'on peut dire également dans un port fluide, c'est un port qui se pilote, qui a des indicateurs, qui pilote, qui permettent d'optimiser, toujours optimiser une performance, qu'elle soit une performance de déchargement, qu'elle soit une performance de douanière, etc. Donc, aujourd'hui, on en a développé un certain nombre, mais il est vrai, ça a été évoqué, je crois, ce matin, qu'on attend beaucoup du Hack-A-Viz et de peut-être essayer de trouver de nouvelles manières de représenter la complexité de ce qui se passe pour mieux voir les nœuds, les points d'engorgement, là où ça cogne et là où il faut travailler. Aujourd'hui, depuis que je commençais à parler, il y a 6 ou 7 conteneurs qui sont déjà passés. Il y a une quantité de data qui est énorme et qu'il faut pouvoir se représenter. Et un port vert, c'est aussi un port qui innove continuellement. Ça ne s'arrête jamais. Le Smartport, il a commencé peut-être il y a 35 ans et il va continuer. Nous, on se voit comme les orchestrateurs digitaux. Donc, ce rôle d'orchestrateur, qui est un terme nouveau aussi dans la supply chain 4.0, qui sont des plateformes digitales qui ne sont pas dans un modèle linéaire, je prends de la donnée, je la transforme, je la revends, mais qui sont un peu comme des chefs d'orchestre qui vont travailler avec des partenaires ou des fournisseurs et qui vont faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient contents du service. C'est bien sûr continuer la digitalisation. On n'y est pas encore. Vas-y, lisons. On n'y est pas encore. Juste un indicateur. Dans le monde, 99% des transactions dans le domaine du transport sont encore faites en papier. On peut dire qu'en France, on est plus avancé, mais il y a encore des petits endroits où ça frotte. Vous allez chez nos amis clients transitaires, vous trouverez toujours des piles de papier avec des dossiers. Voilà. Donc, il faut continuer sur ça. Favoriser les échanges de données informatisées. Les technologies, là, nous aident. L'arrivée des web services va quand même grandement simplifier ceci. Continuer de travailler sur l'interland, le fluvial, le rail et les chargeurs, qui sont quelque part les clients in fine de nous tous. Voilà. Au niveau réglementaire, il y a également de l'innovation, donc organisation techno, mais aussi réglementaire. L'Union européenne est très active pour sortir de nouvelles directives et maintenant de nouveaux règlements pour aussi imposer aux États membres plus de digitalisation. Et ça, il va falloir non seulement s'y préparer, mais l'anticiper.
Et puis après, il y a l'innovation technologique, l'intelligence artificielle. Mon collègue Christophe en a parlé ce matin, pour avoir des outils de prédiction. Quelle est la météo du port demain? Combien de conteneurs? À quelle heure je peux venir? À quelle heure c'est le moins engorgé? La blockchain, on a fait des démonstrations dans le cadre de projets aussi labellisés Smartport pour montrer que la blockchain, au-delà de la génération d'un tiers de confiance qui est utile, peut être aussi un levier pour fluidifier, pour digitaliser des processus qui sont aujourd'hui du mail, du fax, des coups de fil. Donc, soyons pragmatiques, utilisons-le. Et puis, je voulais conclure par ça. Quand on parle de digital, il faut parler de cybersécurité. Les chaînes logistiques sont des cibles, des cyberattaqueurs. Donc, ça doit être présent dans tout ce qu'on fait. Et ça doit être une contrainte au départ. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les grands armateurs ont été touchés, ont perdu beaucoup d'argent avec ça. Et il en va aussi de la fluidité, d'avoir une résilience en termes digital et d'infrastructure et d'être capable d'en faire aussi un élément commercial. Je suis un port cybersécurisé. C'est aussi un port fluide et donc un port vert. Justement, au sujet des problématiques de blockchain, il y a une question qui se pose là dans le chat. Quel est selon vous le port dans le monde qui est bien avancé sur les problématiques de blockchain? Alors la blockchain, ce n'est pas une problématique pour moi, c'est un outil. C'est la question qui est formulée comme ça. J'accepte la question, mais je me permets de la reformuler. Il y a des initiatives qui sont conduites par de diverses plateformes digitales pour offrir des solutions de type blockchain pour créer des data hubs. Donc, il y en a un certain nombre dans le monde, en particulier notamment au nord de l'Europe, autour d'IBM, pour pas les citer. Voilà. Mais l'élément là-dedans, c'est pas tellement la blockchain, c'est la capacité à fédérer des acteurs et à donner de la confiance. C'est vrai qu'au niveau international, la blockchain donne de la confiance. Voilà. Donc, si j'avais en cité un, pour pas échapper à la question, ça serait peut-être dans le nord de l'Europe, du côté des Pays-Bas, il y a des initiatives. Mais ceci dit, nous, au niveau technologique, en France, on n'a pas à rougir en termes d'innovation de type blockchain, comme on l'a montré dans MERS notamment. Merci, on reviendra sur les autres questions à la fin de la table ronde. Et justement, on va aller voir un autre exemple de port, franchir les frontières. On part en Slovénie, retrouver Žiga Fischer. Žiga, en tant que directeur stratégique du développement du port de Koper, donc Koper en Slovénie. Et Žiga, on vous a demandé de réfléchir et surtout de nous répondre sur les actions entreprises sur le territoire portuaire de Koper pour répondre aux critères port vert de tous les smart ports. Alors, que pensez-vous de l'importance des relations avec la population pour promouvoir une meilleure compréhension des enjeux et un développement plus efficace d'un port vert? 2 questions en une. Vous les traitez dans l'ordre que vous voulez. Et on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. En tenant compte que le port de Koper était une start-up il y a 63 ans. Et donc, j'aimerais vous présenter le port maintenant. Le port comprend actuellement 280 hectares et sur 280 hectares, on traite 28,8 millions de tonnes comparé aux autres ports que vous connaissez. Nous sommes en fait une seule entité qui assure justement la gestion des 12 terminaux. Nous avons 12 terminaux, comme je l'ai dit. Et nous traitons tout. Nous sommes assez fiers parce que 59% de nos produits sont transportés par rail. Donc, nous sommes très fiers de cela. Ça veut dire que nous n'avons pas de transport fluvial, mais 59% est transporté par rail. Donc, on va aller de l'avant avec la diapositive suivante. Donc, pour poursuivre, on est connu en tant que port vert depuis les quelques dernières années, grâce à justement à ce système de transport avec le rail. Et puis, avec les villes, nous avons travaillé à assurer un suivi
en temps réel pour toutes les émissions. Toutes ces informations, vous allez pouvoir les trouver sur le site Internet. Également, on travaille sur justement la qualité de l'eau et l'énergie. Depuis les 5 dernières années, on est passé à l'électricité, justement, pour les infrastructures à terre. Nos grues, par exemple, sont pratiquement toutes électrifiées maintenant. L'année dernière, nous avons adopté une stratégie, notre objectif étant de développer le port avec des écosystèmes de smart port, en intégrant l'économie circulaire justement dans ce processus. Nous avons décidé également de travailler la transformation numérique de nos processus clés partout dans le port. Donc, dans les prochaines 3 ou 4 années, nous aimerions atteindre l'objectif suivant, c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2, l'amélioration de l'efficacité de tous les systèmes, l'intégration des nouvelles technologies, par exemple, et évidemment la transition vers un approvisionnement énergétique amélioré. Ce que l'on aimerait faire particulièrement au niveau des incitations dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est qu'on aimerait faire tout ce que j'ai dit, en plus de faire un jumelage numérique au niveau de l'approvisionnement énergique et pour les questions de logistique. Comme la personne l'a dit avant moi, c'est très bien, de permettre une gestion souple et d'assurer la fluidisation, fluidifier les processus de logistique sur notre place portuaire. Et pour revenir à l'approvisionnement en énergie, on aimerait intégrer le suivi qui nous permet de suivre en temps réel, finalement, d'avoir des services de diagnostic nous permettant d'évaluer la situation en temps réel, de traiter justement les pics, par exemple, de consommation d'énergie. Et donc, les pronostics, ce sont des prédictions justement sur le suivi de la consommation d'énergie et l'optimisation permettant d'identifier des changements à apporter au niveau avec le jumelage numérique. Et pour suivre, en plus de tout cela, on aimerait assurer la production d'énergie verte et des systèmes de stockage de l'énergie, principalement l'hydrogène. Si l'on revient sur l'historique pour expliquer pourquoi nous avons de très bonnes relations avec le port de Marseille, depuis maintenant 2015, on a commencé avec sur des corridors de produits frais. On a travaillé sur des corridors de produits frais, introduisant des énergies nouvelles, par exemple, avec les reefers, les conteneurs reefers. Et avec tout cela, on a aussi eu des projets sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire on a travaillé sur pour rendre les postes à quai plus verts. Ça, c'est un autre projet. Et là, avec l'approvisionnement en énergie, en électricité à quai. Et maintenant, le projet, c'est pour le Green Deal. En fait, c'est sur le Green Deal. Je pense que c'est le projet le plus prometteur et le plus avancé, que ce soit pour Cooper ou pour Marseille. Donc, si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. Merci. Merci. Votre topo était bien complet. Cette table ronde très exhaustive aussi, quand même. Enfin, on a fait notre maximum sur le Greenport. Donc, pas de questions dans l'immédiat. En tout cas, on vous les posera plus tard. On vous retrouve sur votre site internet comme vous l'avez suggéré. Et nous aurons certainement des questions plus tard sur nos réseaux sociaux. On transmettra.
Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui, Ziga Fischer. Merci aussi Pierre Cariou. On lui dit au revoir. Oui, pas. merci à vous. Il est là. Merci à vous. de Merci. m'avoir convié. Et à bientôt pour des thèses sur le Smartport à Kedge, alors. Ah, oui, ça fait déjà, il y en a pas mal déjà. Voilà, vous nous tiendrez au courant, on est Avec curieux grand de plaisir. savoir. Merci. Merci à vous deux. Nous avons-